Sapiens. Salut Crypto Sapiens, comment tu vas? Hello, salut à tous. Bah, merci en tout cas pour Salut. l'invitation. Ça va très très bien. Je suis très très chaud d'être là ce soir avec vous. J'espère que vous Et ça m'entendez bien fait, d'ailleurs. ça fait extrêmement plaisir, tout, on t'entend bien et Hop, super. j'espère que les gens sont contents que tu passes sur le live. Tu vas nous faire une petite partie des sujets que tu connais bien. Est-ce que tu peux te présenter peut-être pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien sûr, bah écoutez, Crypto Sapiens, donc voilà, c'est un acronyme évidemment, je m'appelle pas comme ça dans la vraie vie. Moi, c'est plutôt Adrien. Donc écoutez, je suis analyste on-chain maintenant à temps plein depuis quelques temps. Je travaille à mon compte et à la fois pour le journal du coin, donc j'écris quelques articles sur tout ce qui est un peu data on-chain. Et également, je suis formateur au sein de l'académie d'Alan Trading, donc qui est une nouvelle académie qui se lance en fait sur un peu tout ce qui est trading en général, et moi bah, spécifiquement sur tout ce qui est analyse on-chain. Donc du coup, juste pour faire le topo avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que je sais que Joe va me poser une question assez spécifique. Le but de l'analyse on-chain, pour remettre au moins les bases, c'est vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête des investisseurs et bien sûr d'étudier leur comportement. Donc en fait, on va pouvoir en déterminer un état de santé du marché et du coup des signaux qui peuvent nous permettre voilà, de prendre des décisions d'investissement ou au moins de dézoomer, de prendre de la hauteur et vraiment pouvoir essayer d'estimer ce qui peut se passer dans le futur. Donc voilà, c'est pour ça que Ultra c'est intéressant. une discipline extrêmement intéressante puisqu'on sort un peu la tête des graphes et moi c'est ce qui me plaît beaucoup. Ouais, moi, j'ai eu une révélation en début 2023 où je me suis vraiment intéressé à ça. Et en fait, je me suis rendu compte que, tu vois, le crash de 2022 ou même ou le top de 2021, on aurait largement pu le voir venir grâce aux analyses on-chain, en fait. Il y avait déjà des signes et je me suis dit, en fait, c'est trop cool comme source d'infos, puisqu'en plus, c'est vraiment on-chain, c'est trustable à fond, si tu as les bons sites, quoi. Et c'est pour ça que je voulais que tu viennes et que tu partages aux gens, parce que je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre, tout comme le reste. Et voilà, moi ce que j'aimerais, c'est que tu nous dises un peu où est-ce qu'on en est dans ce cycle, parce que je vois que les gens doutent. Donc, Exactement, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, bah ça fait ouais. quand même longtemps qu'on consolide. On était déjà tous euphoriques au mois de mars à essayer d'aller taper des plus hauts. Mm. Exactement comme tu le dis, c'est vrai que pour rebondir dessus, pour 2021 et même aussi le bottom 2022, il y avait énormément de signes qui nous auraient permis, en tout cas au niveau on-chain, de pouvoir comprendre que voilà, en mars, mai 2021, on était dans une sorte d'euphorie sur le marché et qu'il aurait été intéressant de sortir des profits plutôt qu'essayer de viser le to the moon, road to 100K. Moi, je m'en souviens très bien de cette période. Mm. J'étais assez nouveau sur le marché, donc je me suis bien fait avoir. Et c'est vrai que si j'avais eu ces signaux-là, j'aurais en tout cas eu cette réflexion de me dire, ok, bon, je suis euphorique, mais justement, il y a peut-être une raison derrière. Il faudrait peut-être que je sois un peu plus intelligent que la masse et que je fasse l'inverse finalement de ce que mes émotions me disent. Et Mm. puis en 2022, tout l'inverse, voilà, quand tout le monde capitulait, il y avait aussi des signes qui étaient très très forts pour, voilà, pour estimer que c'était potentiellement le meilleur moyen pour faire des gains extraordinaires par la suite et en tout cas d'entrer sur le marché. Donc exactement, c'est la question que tout le monde se pose. Je me la pose aussi au quotidien, hein, vu que forcément c'est devenu un peu, enfin c'est devenu mon métier, donc c'est un peu pour ça aussi que je suis là ce soir. Donc si ça vous convient, je vais quand même vous partager quelques Yes. graphes. On va essayer de voir quelques Plaisir. métriques qui sont assez indispensables. On va pas non plus rentrer dans le détail. Le but c'est pas de vous bombarder de data on-chain évidemment. Mais déjà, pour rebondir pardon, sur ce que tu avais fait sur ton Twitter, il me semble, Joe, tu avais Mhm. parlé justement de là où l'on était dans le cycle par rapport aussi au cycle précédent. Je me Ouais. souviens plus si c'était depuis le halving ou depuis le bottom, Depuis le juste halving, ouais. depuis le halving, super. Est-ce que là, vous voyez bien mon écran? Logiquement, vous voyez un graphique de Tout est bon. Glassnode? Yes. C'est tout bon, super. Donc, juste pour vous faire le topo, et c'est vrai que, bah, écoute, je vais joindre les mots, enfin l'image aux mots que tu as montré tout à l'heure ou hier. On voit en fait sur ce graphique, par exemple, que depuis le halving, euh, finalement, nous sommes dans la même configuration que les cycles de 2017 et 2021. Donc en bleu, vous avez le cycle de 2017, en vert, celui de 2021, et nous, on est là, un tout petit en blanc. Et finalement, en fait, même si bah, on a forcément eu un départ assez mitigé et si pour l'instant, pour tout vous dire, on est sur, quand même le pire départ, post-halving
de l'histoire du Bitcoin, même si vous voyez qu'on n'est pas non plus, aux abois. On est totalement en fait dans une phase qui correspond à ce que on a pu observer dans le passé. Donc c'est assez rassurant de se dire que cette période de flottement post-halving, elle est finalement cohérente. Parce que bon, voilà, on sait ce qui se passe sur les réseaux, on sait ce qui se passe sur les médias, les gens essaient tout de suite de nous faire croire que cette fois-ci c'est différent, que cette fois-ci on a un ATH avant halving et que nous allons décoller jusqu'à la Lune. Et finalement, en fait, on voit que c'est pas le cas. Donc ce n'est pas arrivé, mais quand on regarde en fait ce qui s'est déroulé dans les précédents halvings, on voit que ça colle parfaitement avec ce qui s'est passé en 2017 et 2021. Et si l'on en croit, en tout cas comme tu l'as aussi noté sur ton Twitter, Joe, ce graphique, on peut voir que finalement, on n'est plus très loin d'une potentielle. Évidemment, c'est des probabilités. Hein, on ne va pas se baser tous nos décisions d'investissement dessus, mais on est à quelques semaines, voire 2-3 mois maximum, en fait, d'une potentielle reprise haussière, si l'on en croit les cycles précédents. Et je vais rebondir dessus et corroborer ça avec, en fait, cette fois, le même type de graphique, mais de voir la performance du Bitcoin depuis son bottom. Donc nous, on va parler du bottom de 2015 pour le cycle haussier de 2016-2017, la courbe bleue. Le bottom de 2020 justement, 2018. Attendez, je crois que c'était 2018 le vrai bottom. Donc pour justement le cycle de 2018-2022, la courbe verte. Et nous, en fait, depuis notre bottom de novembre 2022, si on voit finalement qu'on a eu un cycle qui en mars dépassait les attentes de tout ce qui s'était passé auparavant, on est finalement revenu dans une moyenne. Et regardez ici, c'est vrai qu'on est vraiment sur quelque chose où, en blanc, finalement, on est exactement là où il faut être à ce stade du cycle. Donc c'est tout à fait normal de nous voir un peu ramer, de nous voir consolider. Il ne faut pas oublier que cette fameuse phrase, hein, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, et il faut toujours pouvoir que le marché se stabilise avant d'entamer une nouvelle poussée haussière. Et si l'on en croit ce graphique, encore une fois, vous voyez, au 30 août, eh bien, si l'on regarde ce qui s'était passé dans les cycles précédents, vers justement début octobre, on pourrait encore une fois avoir des probabilités que le cycle reprenne sa phase haussière. Donc, ce qui est assez intéressant là-dessus. Maintenant, tout ça, ce ne sont que des probabilités. C'est pour ça que je vais quand même enchaîner avec aussi d'autres graphiques qui sont pas très parlants, mais juste pour vous montrer, en fait, on parle d'ici d'un indicateur qui nous permet de donner, si vous voulez, les extrêmes de cycle. Donc en orange, on voit tout ce qui est top, potentiel top de cycle, et en bleu, tout ce qui est potentiel bottom. Et j'avais écrit un article assez intéressant sur le journal du coin qui en parlait, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de similitudes avec ce qui s'était passé en 2019. Puisque vous voyez en fait qu'en 2019, malgré le presque top, après avoir quasiment retrouvé le top de 2017, eh bien, finalement, le marché, en tout cas cet indicateur, n'avait pas forcément estimé que c'était un top de marché. Et puis, vous le voyez après, on a consolidé, on a eu une grosse correction. Et sans prendre le flash Covid, peut-être que le cycle serait revenu beaucoup plus vite à la hausse, comme on avait déjà eu cette première reprise-là. Et c'est vrai qu'ici, vous voyez, on a eu une montée, une poussée haussière très rapide en 2019, comme on l'a eu depuis octobre 2023. Donc maintenant, on est vraiment en train de consolider. Mais en tout cas, cet indicateur on-chain nous dit clairement qu'il n'y a pas eu tous les éléments pour vraiment penser qu'on a eu un top. Donc, nous sommes ni dans un top, ni potentiellement. Du coup, la seconde question, c'est de voir si est-ce qu'on est aussi sur un cycle qui commence à se renverser, ou bien si on a d'autres éléments qui peuvent nous dire que non, finalement, le cycle haussier va continuer, puisqu'on n'a pas eu encore tous ces éléments de confirmation qu'on a eu un vrai top. Donc, un top de marché, il faut savoir qu'il se manifeste sur plusieurs choses. Il faut que tous les investisseurs les plus aguerris, ce qu'on appelle les investisseurs à long terme, aient vraiment vendu tout leur Bitcoin qu'ils voulaient pour prendre un maximum de profit. Et il faut surtout que beaucoup de personnes arrivent pour, pouvoir supporter cette pression vendeuse, avoir l'impression d'avoir fait l'achat du siècle et finalement en fait se ramasser derrière, comme la plupart des investisseurs le font. Et si l'on regarde ce graphe-là, donc je sais que la courbe verte n'est pas très visible, mais c'est le nombre de Bitcoin qui ont été vendus à profit durant les différents cycles. Donc ici 2017, ici 2019, 2021 et ici 2024. Et si je vous parlais de similitude avec 2019, c'est que regardez, le pic en fait de profit qui a été pris en 2024 est exactement au même niveau que 2019. On est très très loin du nombre de bitcoins qui ont été vendus, donc ici à peu près 7 millions. En 2017, on était à 10 millions et ici on est à peine à 3,3 millions de bitcoins qui ont été vendus à
profit par les investisseurs. Donc on est très très loin d'un symptôme de marché qui a épuisé toutes ses ressources, Mmh. qui a vendu à foison. Et ça, c'est très rassurant. Donc à la fois, Et on sait qu'on n'a pas de top potentiel. Si tu mmh. veux, si vous voulez rebondir, allez-y, hein, Eh le but c'est ben, pas que ce soit c'était, un justement monologue. sur ta charte, juste d'avant avec la petite ligne verte, du gouvernement, tout ça. Yes, Tu viens alors de c'est celui-là, exact, ouais. Ouais, et ben, j'ai l'impression, alors dis-moi si je me trompe, hein, c'est Alors en c'est fait, toi c'est l'analyste? ouais, Ah oui, pardon, c'est les réalises, profit, excuse-moi, oui, j'avais vu, non, non, mais US Government, je me suis un peu gouré. exact. Mais justement, ça fait penser un petit peu au cycle, de 2019 où avec, la première bosse, un peu molle du genou, et ensuite une vraie parabolique, un peu plus grande, au final. C'est ça, Mmh. exactement, ouais. Mais Oui, non, j'allais dire, ce qui est marrant, c'est que c'est exactement la même bosse, quoi. On est au pixel près sur la même bosse. exactement. Quand tu regardes, on est vraiment sur quelque chose c'est exactement la même chose. Puis vous le voyez qu'on n'a pas du tout la même, configuration parabolique en fait de 2017 où en 2017, faut savoir pour ceux qui n'étaient pas sur ce cycle que tout au long de la montée, donc quasiment, 2 ans, il y a eu plus de 8 corrections de 30 sur le Bitcoin. Mais pour autant, en fait, vous voyez qu'on n'a pas beaucoup stagné, tout au plus un mois, mais qu'on continuait, si vous voulez, de monter, petit à petit. En Mmh. 2021, on a vraiment eu en fait cette montée parabolique d'un coup où il y a eu qu'une seule respiration finalement qui était vraiment ici en janvier. Mais après, globalement, on a vraiment eu cette montée assez phénoménale. Et Mmh. finalement, ici en 2023-2024, en fait, on copie beaucoup ce qui s'est passé en 2019. C'est exactement ça, Thomas. Il y a beaucoup de symptômes qui s'y collent. Donc c'est vrai que pour l'instant, de mon côté, je reste positif, je reste enthousiaste parce que finalement, on observe que malgré cette grosse envolée des prix, finalement, il y a très peu eu de vendeurs finalement. Il y en a eu beaucoup, mais il n'y en a pas eu tant que ça. Et ça, c'est Mmh. extrêmement rassurant. Justement, je voulais vous montrer cette charte qui un peu représente en bleu, si vous voulez, c'est la supply de Bitcoin détenue par les investisseurs de plus de 6 mois. C'est-à-dire, plus de 6 mois, c'est des personnes qui résistent au FUD, qui résistent au FOMO, qui résistent à la volatilité du cycle. Et vous le voyez qu'à chaque fois qu'on est dans une phase haussière parabolique, ils distribuent très fortement tout leur Bitcoin pour accumuler par la suite. Exactement en 2021, ça a fait la même chose. Et là, même si en 2023-2024, on a eu des signes qu'il y a eu justement une distribution, elle reste extrêmement minime parce que dedans, il faut quand même prendre en compte qu'il y a eu MTGOX, il y a eu le gouvernement allemand, il y a eu Ouais. également tout ce qui est les ETF de Grayscale qui se sont vendus, qui correspond à 30% de toute cette masse de Bitcoin vendue. Donc finalement, ceux qui ont pris des profits les ont pris, mais c'est assez timide. Parce que quand on regarde encore la supply détenue de leur part, c'est même lorsqu'on était sur le point le plus bas, c'était carrément en fait le point le plus bas en fait qu'on a eu lorsqu'on était en bear market. Donc en fait, finalement, il n'y a pas vraiment eu de grosses dépenses de leur côté, ce qui signifie vraiment que ces investisseurs patientent. Et en fait, on est vraiment dans cette phase du marché où il faut patienter. Parce que là, on Mmh. voit justement qu'on a de plus en plus de holders sur le marché, de plus en plus de personnes qui viennent en fait, comment dire, accumuler des coins pour justement pas les dépenser. Donc ils se rangent petit à petit dans cette catégorie d'investisseurs aguerris, investisseurs à long terme. Et c'est extrêmement positif puisque ça veut dire que ces personnes-là ne vendent pas spécialement. S'ils ne vendent pas, c'est que nous, on a envie d'être aussi intelligents qu'eux et donc on a envie aussi de se dire, ok, c'est peut-être pas le moment de vendre. C'est peut-être pas le moment de capituler. Même si on a eu cette période assez de surchauffe, aujourd'hui, on est clairement à l'inverse et c'est vraiment pas ce que l'on observe sur le marché et surtout dans le comportement des investisseurs les plus aguerris. Et ça, c'est extrêmement intéressant à voir. Je pourrais vous en parler justement pendant des heures, mais c'est vrai que on a eu en mars 2024 plus de 900 milliards de profits non réalisés, c'est-à-dire que les investisseurs les laissaient sur le marché. Et en fait, Mmh. petit à petit, on voit que ça s'amenuise forcément. Les investisseurs ont pris une grosse vague de profits justement après le top de mars, mais que malgré ça, si vous voulez, le marché n'est plus du tout en surchauffe. On voit que ça se vend petit à petit, mais que finalement, c'est à peu près à hauteur de 500 millions par jour de profits qui sortent du marché, mais on est très Mmh. très loin des pics en fait, si vous voulez, qui correspond à un vrai top de marché. Donc c'est extrêmement positif et on voit que les gens sont vraiment dans une configuration où ils veulent patienter. Et pour corroborer ça et pour vraiment appuyer là-dessus, on a un graphique qui s'appelle au niveau on-chain le Sell-Side Risk Ratio, qui correspond en fait, si vous voulez, à une sorte d'indicateur qui nous dit, OK,
Est-ce qu'il y a un risque aujourd'hui que les investisseurs vendent leur Bitcoin? Si on l'a eu, en fait, si vous voulez, qu'on rentre dans cette zone ici, entre la barre orange et rouge, qui signifiait qu'on était justement dans un risque assez élevé que les investisseurs vendent parce qu'il y avait beaucoup de gains sur le marché, on est carrément retombé en fait en dessous de la bande bleue, qui, si vous voulez, est symptomatique un peu de ce qui se passe en bear market. Donc, c'est-à-dire que les investisseurs ont très peu de chances de vendre beaucoup plus de coins qui n'était le cas entre mars, par exemple, et environ fin juin. Donc, on est dans cette phase, encore une fois, où j'insiste dessus. Il n'y a pas de vente massive, il n'y a pas d'investisseurs aguerris qui capitulent. Au contraire, c'est tous les nouveaux arrivants finalement qui se font avoir aussi, qui se sont fait happer par le FOMO, qui finalement sortent du marché parce qu'ils disent oula, il y a trop de volatilité pour moi, c'est pas possible. Et eux de leur côté, ils ont beaucoup vendu à perte lors des grosses corrections qu'on a eu début juillet, début août, qu'on a encore eu là dernièrement, le week-end dernier. Donc si vous voulez, on est dans un marché qui teste la patience des investisseurs, qui essaie de faire mal, d'appuyer là où ça fait mal, de vraiment mettre à mal tous ceux qui, mine de rien, ont investi trop haut sur le marché, qui sont arrivés dans les 69, 73 000, 66 000 dollars, puisqu'au final, le prix moyen d'acquisition de ceux qui sont arrivés depuis février, il est de 63 500 dollars à peu près. Donc, c'est-à-dire que là, en fait, tous ces gens-là, ils sont en perte. Et donc, ça fait mal. Putain. Mais ça ne veut pas dire, en fait, que le marché part en cacahuète et qu'on va se retrouver à voir ce qui s'est passé en 2022, une descente crescendo, etc. Comme on a vu en 2017 avec un gros coup de couteau qui tombe, comme on le voit ici. Là, on n'a pas du tout ça, si vous voulez. On n'a pas du tout ça. Le marché nous teste, le marché nous fait mal. On le voit ici, il y a très peu de nouvelles adresses actives sur le réseau. Voilà, ça nous montre que tout le monde attend. Tout le monde ne sait pas quoi faire. Le marché est tellement dans cette phase elle est lente, il essaie de faire mal, que finalement, ça ne pousse pas ça ne pousse pas les investisseurs à vraiment s'activer sur la blockchain. Donc finalement, on voit en rouge ici, ça c'est le nombre d'adresses actives, et on voit que même si on a fait un nouvel ATH en mars, on voit qu'à ce moment-là, c'était ridicule. On n'était même pas au même niveau de août 2020. On n'était même pas au même niveau que octobre 2023. Donc en fait, les gens, il n'y a pas vraiment de nouveaux arrivants non plus. Donc c'est extrêmement intéressant en fait de prendre ça en compte et de se dire que on a subi MTGOX, on a subi les ETF Grayscale qui vendent leur ETF BTC, leur ETF ETH. On a subi le gouvernement allemand. On subit du FUD de toutes parts. Et pourtant, on a un Bitcoin qui, mine de rien, arrive à tenir dans un range de 70 55 000 dollars. Et en fait, on n'arrive pas à retomber en dessous. Donc même si vous voulez, j'ai un autre graphique je l'ai pas là, mais en gros, un autre graphique qui nous montre que depuis mars, on est sur une tendance où ce sont un peu les bears qui ont la main, parce qu'on a beaucoup plus de ventes que d'achats en spot. Voilà, ça fait vraiment 5 mois qu'il y a beaucoup plus de ventes que d'achats. Bon, voilà, ça se revoit sur le prix. Mais du coup, en fait, si vous voulez, même s'ils ont la main, les bears n'arrivent pas à casser, en tout cas, la dynamique que nous, en tant que investisseurs positifs et surtout qui croient en l'avenir du Bitcoin et surtout de ce cycle haussier, ils n'arrivent pas en fait à nous faire capituler. Et ça, c'est extrêmement intéressant de le voir. Et surtout, c'est extrêmement positif pour la suite. Donc voilà. Je vais finir aussi sur ce que justement, Joe, tu as annoncé comme annonce au niveau des stablecoins. Donc on voit, c'est vrai qu'on est à l'ATH par rapport à ce qui s'était passé en 2022. Donc c'est une super bonne nouvelle, comme tu l'as dit, c'est très très bon, c'est symptomatique que le marché va bien. De toute façon, on le voit ici en vert, que les afflux de capitaux arrivent. En rouge, on le voit en bear market, que justement ils sortent du marché parce que les investisseurs ont peur. Par contre, il faut réaliser que, mine de rien, on est encore très très loin des niveaux qui sont arrivés par exemple en 2020-21, où en daily, on avait plus de 20 milliards de capitaux qui arrivaient. Ici, au pic de mars, on a eu un petit 10 milliards et c'est tout. Donc, ça arrive, mais c'est quand même très très lent. Aujourd'hui, on est sur aujourd'hui, hier, on a eu 3,8 milliards de plus de capitaux qui arrivaient. C'est pas rien, c'est pas dégueulasse. Mais étant donné que la capitalisation globale de tout le marché des cryptos a augmenté aussi, on peut dire qu'aujourd'hui, c'est quand même beaucoup moins impressionnant de voir ceci que de voir ce qui s'est passé en 2020-21. Donc, c'est un très bon signe, justement, que les investisseurs ne paniquent pas et ne sortent pas leur stablecoin du marché. Mais à la fois, il faudra quand même attendre
d'en voir arriver beaucoup plus, voilà, quelque chose d'assez crescendo, comme on l'a vu de octobre à mars, pour vraiment essayer d'avoir une influence sur le prix. Donc encore une fois, on est vraiment dans cette phase où, pour répondre à ta question, du coup, Joe, on en est vraiment dans cette phase où on patiente. Il y a pour l'instant aucun gros signe que le marché peut repartir demain. Il va y avoir des catalyseurs. On a bien sûr tout ce qui est toujours les ETF qui peuvent reprendre du jour au lendemain. On a tout ce qui est élection américaine. On a tout ce qui est un peu macroéconomie qui peut vraiment booster le marché ou à l'inverse le plomber. Mais en tout cas, au niveau on-chain, on n'a pas non plus de signes probant que le marché va exploser à la hausse. Par contre, on a des gros signes qu'il est extrêmement costaud et que pour nous renverser, il faudra vraiment quelque chose de très solide pour vraiment, en fait, parce qu'en fait, ça fait 6 mois qu'on souffre, mais ça fait 6 mois que le Bitcoin tient bien. Et ça, c'est extrêmement positif. Donc, c'est vraiment, en fait, ce que je voulais mettre en avant, c'est qu'on est vraiment dans cette phase où on attend, on patiente, on fait un petit remake de ce qui s'est passé en 2019, très clairement, où du coup, potentiellement, il n'y a pas assez de monde qui est arrivé en 2019 pour vraiment donner une impulsion au marché. Peut-être qu'il est parti trop vite, comme on l'a vu ici, trop vite, trop fort, mais que finalement, il n'y avait plus assez de monde pour essayer de compenser toutes les ventes qu'il y a eu à ce niveau-là. Et là, c'est exactement ce qu'on voit ici. Il n'y a pas assez de nouveaux arrivants, il n'y a pas assez d'arrivées de nouveaux capitaux pour vraiment combler la pression vendeuse légère, toujours, mais la pression vendeuse qui est en tout cas actuelle. Mais je le redis. Et pour finir là-dessus, le cycle, il est vraiment très costaud, vraiment. Ok. Je sais que c'est mon premier en tant qu'analyste on-chain, mais c'est vrai que voilà, tous mes 2 mentors, en tout cas, qui ont déjà vécu plusieurs cycles, ils me le disent très souvent, c'est vraiment un cycle énorme. Ouais, non, Au mais niveau conviction, c'est très fort. Ça, c'est rassurant. Déjà, j'espère que ça a plu aux gens, parce que là, ce que tu as partagé, c'est fou. Pour tous ceux qui ont rejoint pendant les explications d'Adrien CryptoSapiens, il nous a fait le plaisir de nous faire un petit peu d'analyse on-chain. Et tu vois, c'est quelque chose que nous, on répète parce que c'est une conviction qu'on a et qu'on a étudié quelques trucs qui nous permettent de dire qu'il faut rester positif, qu'en fait, on reste dans les cycles normaux, qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter, etc. Mais le fait que tu viennes avec des données pour l'appuyer, je pense que ça peut vraiment faire plaisir aux gens, tu vois, de mettre des chiffres, de le voir. Et bonjour à tous ceux qui arrivent, hein. J'ai vu Ilias, j'ai vu Red, j'ai vu Alcoin France. Bonjour à tout le monde. Yes, C'est bonjour à vraiment tous. très cool de partager ça avec les gens parce que en fait, dans cette période d'incertitude, alors qui commence à s'estomper petit à petit, on arrive en septembre, on sait que c'est les moments qui vont être un peu cruciaux pour la suite du cycle, etc., qu'il y a peut-être des choses qui vont bouger. Mais les données que toi tu présentes, c'est qu'en fait, ça fait 2-3 mois qu'en fait c'est normal et que ce qui se passe, c'est juste un cycle standard et qu'en fait, il y a pas de raison de s'inquiéter. Et je pense que ça fait extrêmement plaisir aux gens de voir ça et c'est vraiment de très solides connaissances que tu apportes ce soir. Yes, carrément. En fait, il faut vraiment qu'on se mette dans la peau de. Alors, peut-être qu'il y a des nouveaux arrivants et peut-être des plus aguerris, en tout cas, sur le Discord et sur ce live, mais c'est vrai qu'il faut absolument essayer de ne pas se faire avoir par ces fluctuations à court terme qui essaient vraiment de nous sortir. On l'a même vu pour le 5 août, on a eu une mèche aux 48 000 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelques heures après à peine, on avait fait la plus grosse mèche, il me semble, depuis 2022 en termes de reprise haussière. Je crois qu'on avait regagné plus de 10 000 $, je crois, ou 12 000. Enfin, je ne sais plus exactement. En fait, c'est vraiment fait pour vous faire paniquer, sortir du marché. Évidemment, tout ça, ce ne sont que des probabilités, hein. Je ne vous affirme pas à 100% qu'on va avoir un cycle haussier, etc. Mais si on prend ce qui s'est déroulé dans le passé et ce qui peut se passer dans le futur, on est très clairement sur quelque chose de très solide. Et personnellement, ma conviction est toujours haussière sur le moyen long terme, même si sur le court terme, voilà, on est sur quelque chose d'assez baissier. Mais encore une fois, c'est fait exprès pour faire vendre, voilà, pour les paper N, comme on dit. C'est ceux qui n'arrivent pas à naviguer dans cette volatilité. Donc voilà, ça fait mal, mais c'est vrai qu'il faut sortir la tête de son portfolio. Comme vous le dites souvent, c'est peut-être le moment, comme Froguillon justement l'a dit il y a pas longtemps sur le Discord, c'est peut-être le moment de sortir. Voilà, c'est ça, de se focaliser sur autre chose. Dans tous les cas, voilà. Moi, j'ai un petit cadeau à faire à la commu parce que toi, tous les indicateurs que tu présentes sur Glassnode,
En fait, il y en a que quelques-uns qui sont gratuits et la plupart sont payants, si je me trompe pas et assez chers, hein, Yes, finalement. On est c'est un hem, petit forfait à prendre, ouais. ouais, c'est un petit forfait, Exact. hein. Je l'avais regardé, je me suis dit: «Ouf» et en fait, moi, j'ai trouvé des indicateurs qui sont gratuits, mais qui sont beaucoup moins, précis et stylés que les tiens. Mais de toute façon, toi, voilà, on te réinvitera, pour le bull run, pour, TP, tout ça, donc ce sera très cool. Mais, Carrément. du coup, je peux donner, mon dossier, parce que j'ai tout un dossier, je dois avoir 20, marque-pages de trucs gratuits et moi, mes préférés, c'est le SOPR, Ouais. hem, le LTH et STH. Est-ce que tu peux Ouais. rapidement en parler ici, juste pour que les gens aient un peu la base, tu vois? Ou d'autres termes qui sont, pour moi Carrément, carrément. C Ce sera avec plaisir. En fait, si tu veux, justement, je vais en fait, comment dire? Sur tous les graphiques que je vous ai présentés, il y en a que 2 qui sont payants. Tout le reste, justement, je vous l'ai mis parce que je sais pas comment vous l'écrire dans le canal discussion, Je mais, vais je vous l'ai envoyé dans le private ouais, chat, attends, les bah, je gars, m'en donc, occupe. c'est vraiment quelque chose, voilà, super, qui est gratuit et c'est là où j'utilise toutes mes chartes. Je vais vous montrer justement ce dont tu parles, parce que pour moi, s'il y a un top 3 à voir, il y a le SOPR dedans. Mmh. Et il y a aussi le MVRV et Ah oui. c'est 2 choses différentes. Mmh Déjà, je vais je commencer si profite. tu veux avec le MVRV. mh. Attends, Mmh. tu voulais parler du coup? Il y a pas de souci. J'allais redire alors 1, 2, j'allais redire aux gens que j'ai mis le lien dans le chat et vous avez évidemment le doc en description avec tous les liens, Top. que Crypto Sapiens nous partagera. Donc le site, c'est Check On Chain, chart.check on Yes. chain Ouais. et même le studio Glassnode avec le SOPR dont Joe, vient de parler. Mmh. Voilà, juste pour le petit récap. Donc, Je te laisse continuer. yes, donc en plus, voilà, ils sont tous gratuits et du coup, je vais repartager vite fait mon écran. Donc il y en a vraiment 2 en fait qui sont essentiels et après justement tu peux le décupler en fait, sur, les long term holders, donc les LTH, ceux qui sont détenteurs de Bitcoin depuis plus de 6 mois. Donc encore une fois, tous ceux qui sont logiquement, pas sujets à la volatilité, qui s'en foutent du FOMO, du FUD, de la fluctuation, ils s'en foutent. Ils ont un objectif, c'est acheter bas, vendre haut. Et tous ceux qui sont des STH, les short term holders, qui eux sont tout à l'inverse, tous ceux qui viennent d'arriver justement potentiellement par FOMO et qui vont vendre parce qu'il y a du FUD. Et en fait, c'est eux qui vont servir de volatilité sur le marché, de liquidité, de porte de sortie, etc. Nous, c'est la catégorie qu'on étudie parce que c'est le meilleur indicateur pour savoir ce qui se passe sur le marché et à la fois, c'est ceux qu'on ne veut pas être. Donc, en fait, c'est un peu faire l'inverse de ce qu'eux, ils font. Le MVRV ratio, c'est pas du tout comprendre ce que font les investisseurs, c'est plutôt, en fait, si vous voulez, comprendre le sentiment des investisseurs. Donc on le voit là sur ce graphique, logiquement vous le voyez avec moi. Donc ici on a forcément la charte du Bitcoin. En violet on a, si vous voulez, ce qu'on appelle le realized price, donc c'est-à-dire le prix réalisé du Bitcoin. Donc non pas comme nous on le calcule en tant qu'être humain avec l'offre, le principe de l'offre et la demande. Voilà, il y a 21 millions de Bitcoin, il y a tant de capitalisation sur le marché, du coup un Bitcoin égale 59 000 $ aujourd'hui. Le realized price prend vraiment le prix du Bitcoin, enfin la moyenne du prix du Bitcoin sur l'ensemble de son histoire par rapport à la dernière fois où il a été vendu. Donc c'est-à-dire que si j'ai acheté un Bitcoin à 7 000 $, le realized price va le prendre en compte. Il ne va pas penser que mon Bitcoin vaut 50 000. Il en vaut 7 000 sur la blockchain parce qu'il n'a pas encore été, il n'a pas créé de nouvelles valeurs. Donc le MVRV ratio, c'est un ratio qui calcule l'écart entre le prix du Bitcoin que nous, en tant qu'être humain, on lui attribue et que finalement la blockchain, lui attribue. Et plus il est gros, plus en fait, il faut se dire que ça mesure, plus l'écart est grand, pardon, plus ça mesure la cupidité des investisseurs sur le marché. C'est-à-dire que plus l'écart est grand, plus les investisseurs ont des profits latents sur le marché. Et c'est extrêmement pertinent de le savoir, surtout en cycle haussier et en cycle baissier. Vous voyez que quand on dépasse cette fameuse ligne rouge, généralement, tac, si vous suivez la flèche, on a atteint le bottom. Tac, ici, on est le bottom, le top. Tac, ici, exactement la même info en 2021, on était dans cette zone de surchauffe. À chaque fois, en fait, on a trouvé, si vous voulez, une sorte de top local, top local, top local, et bien sûr ensuite un top final ici et ici. Et en fait, si vous voulez, ça nous donne le sentiment des investisseurs. Plus il y a de profits latents sur le marché, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont prêts à les laisser sur le marché et pas les prendre pour eux. C'est-à-dire qu'ils sont cupides, ils ont envie de to the moon, j'ai envie d'en avoir plus, c'est pas parce que j'ai fait un x5 que je vais les sortir. Et en fait, ça nous donne en fait ce sentiment de dire, ok,
Là, la majorité des investisseurs sont cupides. Peut-être que moi, je me sens cupide aussi, je me sens euphorique. Et bah, peut-être que je vais sortir des gains parce que tout le monde se sent euphorique. Et c'est comme par hasard, lorsqu'on atteint des niveaux de cupidité extrêmes, que le marché, généralement, se renverse et change de tendance. On le voit en 2021, on le voit en 2017. On a vu aussi un peu ici fin 2021, après le nouveau top. Et on l'a vu ici, en fait, dès qu'on est rentré, si vous voyez, cette barre orange, c'est un peu une barre de léger enthousiasme. On l'a vu ici, ça a servi de support, de résistance aux 73 000. On l'a vu ici en 2021, ça a fait pareil. Fin 2020, ça a fait pareil. 2019, ça a fait pareil. On a rebondi dessus. Et en fait, les gens commencent à prendre des profits à ces moments-là. Donc, savoir que les gens sont euphoriques, c'est un excellent indicateur pour se dire, moi, je vais sortir des gains du marché parce que ça commence à Mmh. puer et tout le monde commence à trop vouloir aller plus haut. Ça, c'est le premier indicateur qui est extrêmement pertinent. Donc, pareil, je vais vous le mettre, tac, je vous le mets dans le chat, les gars, même C'est s'il est envoyé quelque sur chose. bah super. Ensuite, tu as justement le SOPR dont tu parles. Et là, c'est l'inverse. C'est plutôt que de comprendre le sentiment des investisseurs, c'est comprendre leurs actions. Et en fait, lorsque le SOPR est supérieur à cette bande noire, supérieur à 1, c'est-à-dire que les gens prennent des profits, plus la barre est haute, c'est-à-dire plus il y a de profits qui sont pris sur le marché, alors qu'à l'inverse, lorsque le SOPR est en dessous de cette bande noire, on est sur des investisseurs qui prennent des pertes, c'est-à-dire ils sortent du marché à perte. Donc on le voit, hein, lorsqu'on est dans cette phase baissière, bah, le SOPR il est seulement négatif. Et dès qu'on arrive à break-even, ils revendent parce que justement, ils ne croient plus du tout dans le marché. C'est un excellent indicateur pour se dire, OK, moi, je ne rentre pas tout de suite parce que de toute façon, les gens, ils capitulent. À l'inverse, lorsque justement on est, donc, encore une fois, cette fameuse ligne rouge qui est un ratio particulier qui a souvent été atteint, comme on le voit en 2017, 2021 et presque 2024, c'est justement lorsque beaucoup de profits sortent du marché. Donc, s'il y a beaucoup de profits qui sortent du marché, il faut savoir que pour chaque vendeur, il y a un acheteur derrière. Et cet acheteur, comme d'habitude, il pense faire l'affaire du siècle. Sauf que généralement, lorsqu'il y a autant de profits qui sortent du marché, c'est généralement pour sortir pour servir de porte de sortie. Donc, du coup, on le voit ici, à chaque fois qu'on atteint des niveaux assez élevés de profits sortis du marché, il y a toujours une sorte de correction qui s'en vient, puisque forcément, la pression vendeuse s'est accentuée. Et là où a raison justement Joe, c'est qu'on va essayer d'étudier ce que font nos investisseurs à court terme, c'est pour ça le STH pour Short Term Holder, pour en fait voir comment eux ils réagissent aux fluctuations du prix. On le voit en phase haussière, par exemple en 2021, le SOPR était que dans le vert. C'est-à-dire que les gens prennent que des profits. Et on a vu des profits extrêmes déjà en janvier et re-extrêmes déjà en fait vers février-mars. Ensuite, lorsqu'on est arrivé en phase baissière, on voit en fait que c'est tout l'inverse, on n'est que dans le rouge. Et dès qu'on arrive légèrement à break-even et légèrement au-dessus, c'est-à-dire au prix moyen qu'on a acheté notre Bitcoin, on le revend parce qu'on a trop peur que le marché finalement continue de se casser la figure. Et finalement, la plupart des investisseurs, on le voit, ont vendu à des ratios extrêmement bas donc, c'est-à-dire qu'ils ont pris énormément de pertes sur le marché. Donc, en fait, ils ont vraiment capitulé. Nous, ce qu'on voit depuis le début de ce cycle, c'est justement, il y a eu beaucoup de gains, il y a eu beaucoup de verts, etc. Et que justement, depuis mai, juin, on commence à avoir beaucoup d'investisseurs qui paniquent, justement, puisque ça fait quand même 5-6 mois que cette consolidation arrive. Et vous voyez comme la tendance se renverse un peu, on est passé de beaucoup de verts à de plus en plus de rouge, de plus en plus d'investisseurs qui sortent du marché. Et ça, c'est plutôt bon signe parce que c'est ce que vont chercher à faire les LTH à l'inverse, les long term holders, qui eux vont préférer. Si vous voulez, moi, en tant que long term holder, du coup, c'est l'indicateur qui me permet de dire, OK, moi, je vois ce pic, moi, j'achète. Parce que typiquement, les détenteurs à court terme, ils paniquent, ils vendent. Et ben moi, à l'inverse, je suis un détenteur à long terme. Je me considère comme expérimenté. C'est justement en cycle aussi un des meilleurs moments pour acheter. Et donc, du coup, cet indicateur nous donne vraiment le sentiment, enfin, le MVRV, le sentiment du marché et le SOPR, le comportement du marché. Et ça, Mais c'est vraiment deux indicateurs qu'il faut avoir tout le temps dans sa poche. pardon, mais on a exactement le même pic au Covid, à l'annonce du Covid. À peu Exactement. près. C'est Ouais, il est ça. beaucoup plus fort, À mais peu près, oui. Voilà, on n'est pas non ouais. plus. Exactement, à peu près. C'est ça. Comme en mai 2021, quand tu regardes. Mai-juin C'est 2021, vrai. ça a crevé le plafond par le bas. Mmh mh. Ça a crevé le sous-sol. Donc, en fait, si tu veux, alors, justement, ce pic qu'on a eu, il faut savoir qu'on a eu 500 millions de dollars de pertes, juste pour ces détenteurs à court terme.
Putain. principalement. Oh, C'est-à-dire que ces mecs-là, ce 5 août, quand on est tombé aux 48 000 $, ils ont vendu, enfin, ils sont tombés comme des mouches. Et du coup, capitulation. bah, qu'est-ce que finalement les plus expérimentés ont fait? Ah, généralement, c'est de racheter ce point bas, et puis on l'a vu très vite, puisqu'on a réaugmenté en même pas quelques heures, quelques jours, en même pas 24-48 heures, on avait repris toute la baisse. Donc forcément, en fait, on avait encore une fois liquidé tous ceux qui ont paniqué pour aller plus haut. Néanmoins, en fait, là, bon, typiquement, je vais pas zoomer dessus, je vais le faire un petit peu quand même, mais en gros, on voit qu'on est dans cette tendance où le marché, voilà, depuis juin, enfin depuis avril, on ne sait pas trop où on navigue. De temps en temps, il y a beaucoup de pics vers le bas lorsqu'il y a des grosses corrections, comme celle du 5 juillet aussi. Et en fait, on voit ces investisseurs qui capitulent, qui capitulent, qui capitulent. Mais là encore, je parle vraiment des investisseurs à court terme. Attention, les investisseurs à long terme ne capitulent pas. Faut le voir. Si je prends le SOPR, justement, des investisseurs à long terme, eux, ils sont dans le vert typiquement depuis avril 2023. Eux, ils vendent pratiquement à 90% qu'en gain. Donc eux, en fait, ils sont tranquilles. Parce que leur prix moyen d'achat, il est de 23 000 $. Donc ils sont très, Ah très bien. ouais! Oh, les Si je gars. reprends celui des STH, là, on est moins bien. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il est à 63 400. Donc là, on en a beaucoup en perte. Et en fait, Ouais. c'est ça. Donc en fait, qui on a envie d'être? On a envie d'être ceux qui lissent notre prix d'achat aussi en cycle haussier, parce qu'on n'a pas tous eu la chance d'arriver lorsque le Bitcoin valait 700 $. Donc finalement, quand on le peut, on essaie de lisser nos prix d'achat. Et si vous voulez, enfin juste pour la petite astuce, c'est vrai que bah, voilà, quand moi je recharge sur du Bitcoin, par exemple, j'attends justement d'avoir ces... Bon, le graphique, c'est tout déréglé, mais en gros, j'attends d'avoir ces pics. Voilà, lorsque le prix du Bitcoin est en dessous du prix moyen d'acquisition de ces détenteurs à court terme, j'essaie en fait d'investir lorsque je vois pas que le pic redescend, parce que j'ai pas envie d'attraper ce fameux couteau qui tombe, mais dès qu'on commence à avoir une petite hausse du SOPR après justement une grosse chute, là j'investis. Et du coup, généralement, j'ai des prix quand même beaucoup plus intéressants que tous ceux qui sont arrivés il y a moins de 6 mois. Donc voilà. C'est extrêmement passionnant. Je suis admiratif. De fou. C'est fou. J'adore. On va t'inviter On pourrait... pour le top du bull run. Ah C'est pas bah, Il n'y a de pas de fou. souci. Il y a pas de souci. Ah non, On mais pourrait ça en fait parler extrêmement des heures, ça plaisir. c'est clair. Ouais. Ouais. Et vous Non, mais voyez, c'est vrai que je ne l'ai c'est pas dit, mais pour le MVRV, en fait, on l'a vu aussi en 2022. On aurait très bien pu aussi se dire, voilà, là, je suis sur des niveaux dignes de 2018, de 2015, donc les bottoms des anciens cycles. Et en fait, le ratio est tellement bas que potentiellement, même si tu investis ici au 20 000, au 19, au 16, en fait, c'est impossible d'avoir le bottom, on le sait tous, à part vraiment sur un coup de chance. Mais en gros, voilà, même si tu avais investi un 20 000 parce que le MVRV était sur un ratio très très bas, par rapport au top de mars, tu aurais quand même fait un x3, x3,5, c'était quand même bien. Donc voilà. En fait, c'est un excellent indicateur pour se situer lorsqu'on est trop chaud et se situer lorsqu'on justement on est en période de survente. Et à l'inverse, en fait, essayer d'être plus malin et te dire, ok, c'est peut-être le bon moment pour, en tout cas, faire du DCA optimisé, par exemple. Parce que c'est vrai que investir toutes les semaines, c'est bien, mais investir toutes les semaines quand on sait qu'on investit mieux que finalement 4 millions de bitcoins qui sont détenus par les short-term holders, c'est quand même pas mal non plus. Donc en fait, on essaye de jouer là-dessus et c'est extrêmement intéressant. Puis, je pense qu'on est quand même dans, tu vois, on est dans le Web 3. C'est justement le but du Web 3 que d'avoir des données on-chain qui sont trustable à fond, parce que ça, c'est que des données on-chain qui sont du coup sur la blockchain. Ouais. Et c'est comme ça qu'on devrait investir normalement. Tu vois, on va dans 20 ans dans le futur, tous les investisseurs ils vont faire ça parce que tout est là. On peut pas mentir. C'est pas comme en TradFi où tu remplis des papiers et tu peux mentir. C'est Et ça. faut en profiter en fait. Faut en profiter. C'est pour ça qu'on essaie de former là-dessus et il y a des signes avant-coureurs. C'est très, très, très intéressant, je trouve. C'est super intéressant, puis on est assez précurseur Mm. en France. C'est vrai qu'on n'est pas beaucoup à le faire. Il y a ProfChain qui est vraiment pour moi le numéro 1. Je pense qu'il est assez connu sur les réseaux. Il est très très fort. Enfin voilà, on se parle souvent. Il a une expérience qui est assez incroyable. Moi, je suis assez jeune entre guillemets sur ce monde-là, mais pour ceux qui veulent s'y intéresser, il y a tellement à faire, il y a tellement à développer dessus que voilà. Moi aujourd'hui j'en vis, alors que tu vois, ça fait moins d'un an que je m'y suis formé à fond. Et aujourd'hui j'arrive à en vivre.
autant grâce à mes investissements qui sont beaucoup plus intelligents parce que moi, je suis rentré en 2021 et si tu veux, pendant 2 ans et demi, je me suis basé que sur les on-dit, que sur les influx C'est qui ça. parlent, que sur les voilà. Et là, en fait, en même pas un an, je suis beaucoup plus rentable que ce que je l'ai jamais été. Et ensuite, j'en vis aussi parce que voilà, j'arrive à en parler via des articles, j'arrive à former des gens grâce à ça aussi. Et il y a tellement à faire. Pour ceux que ça intéresse, c'est largement possible. J'ai pas inventé l'eau chaude, j'ai pas un doctorat en data, enfin, c'est largement possible. Et pour répondre à Thomas, du coup, juste pour dire par rapport aux altes, on peut aussi le faire. Il y a beaucoup moins de data qui sont propres aux altes parce que vous vous doutez bien que pour avoir des data comme on l'a ici sur le SOPR et en fait savoir que, ou plus pour le MDRV, pour savoir que ce ratio de 2017, il est par exemple, il est extrêmement pertinent puisqu'on peut se baser dessus pour estimer celui de 2021, celui de 2024. Si tu as une alt qui a moins de 6 mois, tu vois, t'as pas toutes ces infos, c'est pas possible. Mais sur Ethereum, il y en a de plus en plus qui arrivent justement sur Cherrypick. Je sais pas si justement vous connaissez, je pense que vous connaissez tous les deux. Cherrypick, c'est un site qui est beaucoup plus sur les alts. Et, et du coup, il y a sur toutes les grosses cryptos. Il y a du Link, il y a du Sol, il y a du AAV. Il y en a même sur des un peu plus petites. Je crois qu'il y a du Arwave, je suis pas sûr. Je sais, il y a Ancre. Il y en a plein qui se développent. Mais encore une fois, pour la pertinence, c'est vraiment intéressant justement de peut-être se dire, ok, bon, là c'est en surchauffe, là c'est en survente, là c'est pas mal. Par contre, pour vraiment tout ce que, ok, il y a moins d'utilisateurs, plus d'utilisateurs, je pense que déjà vous deux, vous faites un excellent travail dessus et ça suffit largement. Mais le reste, il y a beaucoup trop de data de façon qui sont propres à Bitcoin que ça va prendre, je pense, un certain temps avant de se développer sur les altes, sur les grosses altes. Donc ça, En plus, il faut de la demande, tu vois. C'est quand même des entreprises, genre Glassnode, tout ça, qui doivent se rentabiliser avec des abonnements. Donc, c'est normal que ça prenne un peu de temps sur des alts qui, pour l'instant, sont assez. Il n'y a pas de gros investisseurs qui va regarder comment certains liens se développent, tu vois. Mais ça viendra, ça viendra. Ça viendra. Oui, ça viendra du moment que la crypto, elle arrive à survivre un cycle ou deux. Dans tous les cas, on arrivera justement à avoir ce type de données. Ouais. Donc, et pour répondre à Safe CO2, ouais, tout à fait. Tu vois, typiquement, juste pour répondre à ta question, est-ce que ce prix moyen d'acquisition des short-term holders peut être une résistance? Oui, parce que finalement, si beaucoup ne croient plus au marché, peut-être que ils vont justement vendre à break-even, tu vois, encore une fois. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont recréer de la pression vendeuse, alors qu'il y en a déjà qui est créé par tout ce qui est, voilà, on l'a vu, tout ce qui est les ETF, de temps en temps, ils vendent quand même à foison. Tout ce qui est les long-term holders, ils vendent quand même des profits à plus de 500 millions jour. Donc, si tu veux, ça va rajouter un peu de comment on appelle ça, de pression vendeuse. Mais encore une fois, ils n'ont que, il me semble aujourd'hui, que 25% de la supply. Je crois qu'ils ont 4 millions et quelques. Et il ne leur reste que plus beaucoup de pertes, si vous voulez, sur le marché, juste pour vous montrer, parce que c'est extrêmement intéressant aussi. J'adore ça. Tac, tu vois. Alors, je vais repartager mon écran. Voilà, super. Donc là, il ne leur reste de leur côté que 16 milliards de pertes en fait non réalisées. J'ai pas ton écran par contre. Ouais, j'ai pas ton écran. Alors, je le remets. Tac, ce sera plus simple. Hop. C'est tout bon. Et cette fois, il est ici. Donc ça, en fait, c'est toutes les pertes non réalisées, c'est-à-dire laissées sur le marché. Et là, en fait, ces investisseurs, on le voit ici, au 30 août. Alors, je vais essayer de je vais zoomer dessus, ça va être un peu dégueu, mais du coup, vous le verrez. Il n'y a plus que 17 milliards de pertes, si vous voulez, non réalisées. Mais quand on regarde, si vous voulez, le nombre de profits non réalisés sur tout le marché, alors là, du coup, je suis obligé de dézoomer parce que ça ne rentre plus dedans. On a plus de, je crois que c'est, voilà, on a à peu près 579 milliards de profits non réalisés. Donc, si vous voulez, on est sur un marché qui a, j'ai envie de dire, même plus que 10 fois, ça doit faire 30 fois plus de gains non réalisés que de pertes sur le marché. Donc, si vous voulez, ça peut créer de la pression vendeuse, mais encore une fois, on l'a vu déjà avec, je l'ai répété, mais MTGOX, gouvernement allemand, les Grayscale, etc. On arrive à absorber des milliards, en fait, si vous voulez, de
de pression vendeuse tout au long de ces 5 mois de consolidation, même si voilà, on subit des fois des corrections assez typiques, mais voilà, ça arrive. Ouais, mais c'est ouf parce que ça veut dire 500 milliards, c'est, 1/4 de la capitalisation de toute la crypto? C'est ça? Ouais, mais là, c'est sur, ça, c'est sur Bitcoin pur. Après, quand tu vois OK. que le prix d'achat moyen est de 23 000 Oui, c'est normal, ouais. dollars Ça fait sens. pour en gros, eux, ils ont combien? Eux, ils ont 15 millions de Bitcoin, les LTH, les long term holders. Bah, finalement, tu te dis, voilà, Mmh. c'est assez cohérent, Make finalement. sense. OK. Incroyable. Donc ça, ouais, c'est top. Non, mais c'est Bah, du coup, pour répondre à Glassnode, ouais, donc moi, je le paye et encore, je le paye que 33 € par mois, donc ça passe. Ça Par contre, va. tu as le forfait plus qui est à plus de 1 000 $, justement, le forfait entreprise, pas inaccessible. mal, pas mal. Ouais, pas mal. Et ouais, et du coup, Ouais, sur le c'est moment, est-ce super qu'une intéressant. zone de surchauffe, c'est décellable? Ouais, c'est décellable pour te répondre parce qu'en fait, tu vois, si on zoome sur 2021, par exemple, où tu te dis: «OK, il y a énormément de profits sur le marché». Bon, là, en fait, c'est vachement dézoomé, donc si tu veux, c'est pas évident de s'en rendre compte. Puis là, c'est encore très moche. Je sais même plus où je suis. 2017, OK. Je vais essayer de donc là, je suis sur le site gratuit. Il est très bien, lorsque c'est large, mais lorsque c'est voilà. Donc là, c'est pas très beau, mais en gros, si vous voulez, on est au top de février, mars, mai 2021 et on voit à chaque fois que le MVRV, il dépasse, en fait, si vous voulez, le fameux ratio qui nous permet de dire qu'on est en surchauffe. Vous voyez ici, là, on est très, très haut. C'est pas forcément évident, tu vois, de déterminer. Ici, on est aux 46 000 $. On voit que le MVRV ratio est déjà très, très haut. Tu aurais pu tout vendre ici et te dire, putain, j'ai loupé la montée aux 57 000. Mmh. C'est vrai. Donc, c'est pour ça que c'est pas non plus, tu vois, une science exacte où tu vas te dire, je vais attraper le top parfait. Par contre, encore une fois, c'est comme tout, comme de l'analyse tradi technique. Tu peux pas te baser sur un seul indicateur pour te dire, là, j'y suis, là, je vends 100% de mes gains. Tu vois, généralement, même quand tu arrives justement à un MVRV ratio qui est très élevé, tu peux aussi faire un DCA out, donc c'est-à-dire C'est ça. vendre par palier en te disant, voilà, si jamais ça on passe de 46 000 à 38 000 $, je serais pas deg d'avoir un peu vendu. Par contre, c'est vrai que si tu vends tout et qu'on passe justement aux 61 000 ici, bah, tu aurais quand même été un peu dégoûté d'avoir tout vendu parce qu'en plus, tu aurais peut-être manqué l'alt season, etc. Donc en fait, c'est un peu comme tout, tu as une stratégie, tu te dis, dès que ça commence un peu à chauffer, tu as une stratégie de sortie, tu l'appliques et en fait, ça te sert vraiment de dynamique, en fait, de savoir que tu es sur un truc qui est extrêmement chaud, qui est très chaud, bouillant et que tu n'as pas envie d'être le dindon de la farce à te dire non, non, c'est pas grave, je vais continuer à le garder. Typiquement, tu vois, en mars 2024, j'ai pu commencer à sortir des gains et à sauver des gains justement parce que le MVRV avait touché cette fameuse résistance ici. Tu vois que ça commence à être chaud grâce au SOPR, etc. Tu avais vu qu'il y avait des sorties monstrueuses de gains et tout ça. Donc forcément, tu te dis, OK, je commence à être sur une zone de léger enthousiasme. Il y a énormément de gains sur le marché. Si on reprend ce graphe ici, on était à 900 milliards de gains sur le marché. C'est jamais arrivé dans l'histoire du Bitcoin. Il y a forcément quelque chose qui peut se passer, se retourner. Donc, j'ai fait un peu un DCA out, que ce soit sur mes alts, Bitcoin, Ethereum, pour justement me dire peut-être que ça peut commencer à. Mais encore une fois, j'ai pas pu vendre 100% de ma position Mmh, à bien ce sûr, moment-là et me dire c'est logique. là aujourd'hui il est à 59 000, je suis le roi du pétrole. C'est faux, ce Ouais, serait mentir que de dire ça. absolument. Par contre, voilà, j'ai été, je pense, plus intelligent de réagir comme ça plutôt que de me dire non. C'est pareil, encore une fois, c'est un cycle particulier. On va directement taper les 100K parce que ça fait depuis Mmh. 2021 qu'on l'attend. Donc, ouais. Ah mais très, très clair et mais justement là, tu vois, cette petite présentation d'analyse on-chain, tu vois, moi j'ai bien envie maintenant, d'aller tester avec d'autres indicateurs qui sont pas on-chain, d'aller creuser, voir s'il y a pas des corrélations, des trucs qu'on peut trouver. C'est vraiment une petite mine d'or là, ce que tu présentes et franchement c'est très, très cool. J'ai vu beaucoup de gens dire qu'ils avaient apprécié et cetera et que c'était un vrai poulet et c'est vrai et d'ailleurs abonnez-vous à CryptoSapiens, hein, Ouais, sur X évidemment. C'est fameux. insupportable. Le mec a moins d'abonnés que moi, c'est une catastrophe. Faites quelque chose. Mais voilà, donnez de la force parce que c'est vraiment ultra intéressant. Là, ça fait, vous voyez, ça fait 40 minutes, je crois, qu'on discute de ça et on voit pas le temps passer. Il y a 1000 choses à savoir et c'est très, très cool et merci pour ces présentations, en tout cas. Ouais, et puis même, Avec vraiment, plaisir. c'est important de suivre ça si tu veux être un bon investisseur pour moi. Il n'y a pas que ça à suivre, mais c'est une évidence, tu vois.
C'est Ah une oui, évidence. oui. Bah, je te rejoins là-dessus. Enfin, en aucun cas, ça remplace l'analyse technique, traditionnelle ou tout ce que tu vois avec les dominances, le RSI, Fibonacci, tout ça. En fait, si tu veux, pour moi, ça a une complémentarité exceptionnelle, les 2 ensemble. C'est pour ça Mmh. que justement, je sais que Franck-Guillon est là ce soir, mais il utilise beaucoup les 2 et c'est pour ça que ses analyses sont extrêmement pertinentes également parce que moi, typiquement, je maîtrise quasiment pas, l'analyse tradi. C'est quelque chose que je dois aussi apprendre à faire. C'est vrai que quand tu as les 2, bah, mine de rien, tu comprends ce qui se passe quasiment à 100% sur le marché et tu sais prendre des décisions d'investissement. Donc en fait, l'analyse on-chain, pour moi, ça rajoute vraiment juste une couche de compréhension à ce qui se passe. Mais en Mmh. aucun cas, voilà. Après, chacun a sa spécialité. Moi, je sais que je vais, Clair. pense, suivre cette phase haussière qu'avec ça, avec cette analyse on-chain. Mais tu vois, tout en suivant bah, justement des personnes comme vous, des personnes comme Froguillon, des experts. Chacun a un peu son domaine de prédilection. Donc C'est du ça. coup, Ça si je suis des experts pertinents sur l'analyse tradi, ça pourra beaucoup m'aider justement sur à corroborer ou à infirmer en fait mes théories et mes thèses sur la fin du cycle, etc., etc. Mmh. ouais, mais c'est très cool De toute façon, on l'a dit, et hein, on fait ça ensemble et ensemble, on est beaucoup plus fort que tout seul. Parce que justement, C'est chacun ça. a son domaine et voilà, on fait ça ensemble, on communique et tout va bien se passer pour ce bull si bull run il y a. En tout cas, on te reverra. Si bull run il y a, Ah on bah te avec reverra. plaisir. Ah Bah ouais, oui, puis ce s'il sera n'y a avec, pas, bah, plaisir. on se reverra pour investir oui, au bottom, il n'y a pas de souci. exactement. On Ouais, pleurera ensemble, c'est pas grave. c'est ça. T'inquiète. Ah ouais. Ouais. Foggy qui dit: «Franchement, tu devrais faire ouvrir un channel alpha, ce serait parfait pour complémenter des cryptodes». Ah, Peut-être, c'est qui vrai, sait, c'est vrai. peut-être. Bah Peut-être, ouais, Non, mais peut-être. Pour c'était très, l'instant, j'ai très pas de cool. clause d'exclusivité, donc Pas ça peut. encore. Pas encore. Non, mais c'était très cool. J'espère que les gens qui écouteront la rediff apprécieront. ouais, Comme d'habitude, je répète, il y aura le doc en description. Je vous ai mis tous les liens pendant que Adrien parlait avec Check on Chain, avec Glassnode, avec Cherrypick. Voilà, prenez le temps d'analyser ça de votre côté, de réécouter la rediff tranquillement. Je vous ferai même une petite vidéo coupée pour que vous ayez juste le petit passage directement sur YouTube. Mais oula, j'ai tapé, hop. Mais non, c'est très, très cool et c'est clairement une partie du spectre des outils à avoir en tant qu'investisseur qui est essentielle pour avoir un grand esprit macro et comprendre où est-ce qu'on va, comprendre le sentiment macro autour des cryptos et cetera. Non, c'est du bon travail. Vraiment, félicitations, c'est ultra impressionnant. ouais. Merci Adrien. Bah, merci beaucoup à vous. C'était vraiment un plaisir, tu sais, de parler entre passionnés, ça fait aussi du bien, de temps en temps. Donc, puis merci à tous aussi pour vos commentaires, ça me touche et puis on voit que ça intéresse parce qu'il y a quand même beaucoup de questions et c'est encore un domaine trop peu, connu, Oui, ce qui est un peu oui, c'est dommage. clair, Donc, c'est clair. c'est pour ça que je suis très ravi, tu vois, de voir bah, je sais que Joe aussi t'en utilises de temps en temps, Froguillon pareil et cetera et abonnez-vous aussi à ProfChain, bah, comme je Ouais, l'ai dit, voilà, le pour GOAT. moi, c'est the GOAT, c'est le numéro un en France. Et il a vraiment des analyses très très fortes. Donc voilà, si vous souhaitez vous y intéresser petit à petit, c'est vraiment, bon, en tout cas, mon compte et puis celui de ProfChain qui est vraiment une mine d'or. C'est Bon, clair. eh ben, merci Eh beaucoup. ben, Yes. écoute, merci beaucoup Et Adrien bah, pour merci ton à vous. temps. On va pas te retenir plus Yes. longtemps. Ouais, Je vous C'était avoue que je très vais aller cool me de coucher. t'avoir. ouais, il est Mais crevé. merci beaucoup pour ton temps Yes. et on Bah, manquera pas merci à vous. de refaire des lives ensemble si jamais à l'occasion. Ouais, avec Avec plaisir. plaisir, avec grand plaisir.